Donc on va pouvoir commencer avec l'affaire Alstom, qui est une affaire très intéressante parce que là encore on retrouve les différents niveaux de mensonges, c'est-à-dire les différentes couches. Il y a différentes couches de mensonges. Et la commission Marlex a fait une découverte complètement sensationnelle, mais dont elle n'a pas forcément tiré les conclusions. Alors je vais expliquer d'abord, pour ceux qui connaîtraient pas rapidement, l'affaire Alstom. Donc Alstom, c'est ce qu'on appelle un fleuron de l'industrie française. Donc la branche, il n'y a qu'une branche ferroviaire et une branche énergie. Ce qui est la branche ferroviaire, bon, c'est la plus connue puisque effectivement tout le monde est amené à fréquenter des trains Alstom. Mais ce qui était très stratégique, c'était la branche énergie qui représentait 70% du chiffre d'affaires et qui en plus était centrale du point de vue de notre autonomie stratégique dans la défense, puisque Alstom fabriquait une turbine qui équipe les porte-avions nucléaires et les sous-marins nucléaires, et indispensable à notre indépendance énergétique de par la production donc de la turbine Arabelle qui équipe l'îlot conventionnel des centrales nucléaires. Donc, si vous voulez, puis c'est hyper important, très important pour la France dans le monde, parce que si vous voulez, les étrangers veulent pas forcément acheter aux Américains. Et puis il y a la question des pièces de rechange, donc il y a la question des pièces de rechange et la question de l'autonomie et la question de la place de la France dans le monde. Si vous voulez, par exemple, LVMH, le luxe, le lifestyle, etc., c'est sympa, mais si vous voulez, c'est pas avec ça que vous asseyez à la table des grands. C'est pas avec ça que vous jouez en première division. Vous jouez en première division avec la turbine Arabelle, parce que ça vous permet de traiter directement avec les Chinois, ça vous permet de traiter directement avec les Russes. Enfin, ça vous permet, comme on dit, de jouer en première division. Et qu'est-ce que fait Macron le 5 novembre 2014 ? C'est-à-dire que ça fait depuis le mois d'août, il arrive en fin août 2014 au ministère de l'économie, et il valide la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain General Electric. Donc ça, c'est son premier fait d'armes comme ministre de l'économie. Et alors il y a une première version, si vous voulez. Alors le premier mensonge, bon, c'est si vous voulez, c'est la première couche de mensonge, mais on vous demande même pas d'y croire. C'est-à-dire que c'est l'idée que Alstom n'aurait pas la taille critique et que il faudrait faire une fusion pour avoir la taille dans la mondialisation. C'est exactement le même argument qu'on nous vend sur l'Union européenne en ne disant jamais que, par exemple, la France a le premier espace maritime du monde, la francophonie, enfin il y a plein d'autres atouts, et que là, en l'occurrence, la branche de General Electric dans le même secteur qu'Alstom représentait à peu près le même poids. Donc là, c'est l'argument de la taille critique, si vous voulez, c'est comme sur la guerre en Libye, quand on vous dit on va sauver les populations de Benghazi, ou sur la guerre d'Irak, il y a des armes de destruction massive, si vous voulez. C'est la première couche, on vous demande même pas d'y croire, quoi. C'est bon, c'est une première couche, quoi. Comme ça, on avance avec déjà un premier mensonge. Et ensuite, on a une deuxième couche de mensonge qui est plus subtile, et qui, là, est intéressante parce qu'elle produit un dégât collatéral. Et c'est là que c'est vraiment grave, c'est l'idée qu'en fait Patrick Cron, donc le PDG d'Alstom, aurait vendu sous la menace du département de la justice des États-Unis qui visait Alstom dans une affaire de corruption en Indonésie sur un marché indonésien, qui sont des marchés où en fait la corruption est quasi un passage obligé. Et donc, ce haut cadre de Alstom, Frédéric Pierucci, qui venait d'être nommé président de la division, patron monde de la division chaudière, donc ce qui était une incitation au voyage, ce qui devait l'emmener à voyager de par le monde, Frédéric Pierucci s'est retrouvé arrêté en avril 2013 et incarcéré 25 mois dans une prison américaine. Et si vous voulez, on est prié de croire à partir de là un récit selon lequel les actions du département de la justice des États-Unis rythment le processus de vente et poussent Patrick Cron à la vente. Or, ce que va découvrir la commission Marlex, c'est que donc là la date clé c'est avril 2013. Et en fait, en faisant une découverte qui a été rapportée par le Canard enchaîné, d'ailleurs ça n'a pas fait autant de bruit que l'affaire Fillon, c'est bien dommage, donc je vais vous lire l'article du Canard enchaîné.
Emmanuel Macron était depuis longtemps à la manœuvre, donc sur l'affaire Alstom General Electric. 18 mois avant la dépêche de Bloomberg du 23 avril 2014, donc c'est la dépêche qui officialise la vente, ou en tout cas l'avancée de la vente. Dans le plus grand secret, il avait commandé au cabinet américain Hattie Carney un rapport qui fixait déjà dans les grandes lignes, le démantèlement du groupe français. Le 23 octobre 2012. Le 23 octobre 2012. Donc on est bien avant le début des poursuites du DOJ. Macron avait demandé à l'Agence des participations de l'État un rapport sur la situation d'Alstom. L'APE, sans en avertir Montebourg, pourtant son ministre de tutelle, lance alors un appel d'offres secret selon une procédure d'urgence prévoyant une réponse sous 3 jours. C'est un cabinet américain qui l'emporte. La mission était, selon un responsable de la société entendu par la commission d'enquête, de traiter de manière préventive une éventuelle sortie de Bouygues du capital d'Alstom. À chaque étage de l'opération se trouve la maison Rothschild, banquier historique tant de Bouygues depuis 21 ans que d'Alstom depuis 14 ans, et employeur de Macron jusqu'en 2012. On reste en famille. Pour éviter toute fuite, les 2 principaux acteurs de l'opération sont affublés de pseudonymes tout au long des 177 pages du rapport. Alstom est rebaptisé Lewis et Bouygues Ou. Le rapport rendu le 13 janvier 2013. Donc là, on est 4 mois avant l'arrestation de Frédéric Pierucci. Frappé du tampon secret, se penche sur les acquéreurs potentiels et donne sa préférence à General Electric. Montebourg a tellement peu connaissance du rapport qu'il en commande un lui-même sur le même sujet au cabinet Roland Berger, lequel rend sa copie le 19 avril 2014. Vous voyez, donc là, c'est très intéressant parce que ça balaie l'idée, ça inverse complètement la chronologie, des faits. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que on a complètement oublié, mais en retravaillant et en me replongeant dans les archives, j'ai vu, par exemple, cet article de Challenge.fr qui était paru en mai 2014, c'est-à-dire une semaine après l'officialisation du raid de General Electric sur Alstom. Et là, on lisait donc dans le Challenge, dès l'été 2012, General Electric reçoit les visites de banquiers d'affaires mandatés, venus pour discuter d'un rachat du ticket de Bouygues dans Alstom. Et l'article insiste quelques lignes plus loin, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si General Electric reçoit dès l'été 2012 les premières visites de banquiers d'affaires venus discuter d'un rachat du ticket de Bouygues dans Alstom. Donc les banquiers d'affaires mandatés par Bouygues et Alstom, ce ne sont que les banquiers d'affaires de Rothschild & Co. Rothschild & Co, où Emmanuel Macron était, 2 mois avant, il était encore chez Rothschild & Co, et avec lequel il a encore des liens d'intérêt à ce moment-là, et au moins jusqu'en 2017. Vous voyez? Donc il y a ce qu'on appelle une conjuration, un complot. Et je rappelle que sur le coup, quand la dépêche Bloomberg était tombée, les premières fois où Macron avait été interrogé sur l'affaire Alstom, il avait dit « J'ai appris les ambitions de General Electric sur Alstom par la dépêche Bloomberg ». Donc il prétend, dans un premier temps, avoir appris ça le 23 avril 2014. Et je rappelle que devant la commission Marlex, où l'état-major de Rothschild a été entendu, David de Rothschild, son bras droit Grégoire Chertok, Nicolas Bonneau qui s'occupait de l'affaire, et puis il y avait la directrice de communication de la banque qui est pas une banque en fait, c'est de l'intermédiation financière. Parce qu'une banque ça prête de l'argent ou ça investit, là c'est que de l'intermédiation financière. Donc déjà le titre banquier d'affaires est déjà abusif, mais bon, passons. On dit oui, nous on a appris ça en mars 2014 et on s'est mis sur l'affaire en mars 2014, voilà. Donc là, on voit que ils ont menti, Macron a menti, Rothschild a menti, et on a monté une histoire de poursuite par le DOJ pour couvrir Patrick Cron et le faire passer pour un lâche alors que c'était un traître, et on a incarcéré un type 25 mois, un haut cadre, qui est l'élite de la nation française, Frédéric Pierucci. C'est un haut cadre, un ingénieur d'Alstom, c'est la vraie élite de la nation française. Ils l'ont fait incarcérer 25 mois dans les prisons de haute sécurité de la côte Est, c'est le goulag, quoi. C'est-à-dire que le travail est rémunéré 10 cents de l'heure. Il raconte un truc complètement sidérant. Enfin, on est vraiment dans les séries américaines, quoi. Il raconte, donc vous êtes au milieu des gangs ethniques,
il y a les suicides, les meurtres, etc. Enfin, le type, il est vraiment au fond du trou et il raconte par exemple que vous êtes obligé d'acheter des gobelets parce qu'en fait, il ne vous donne de l'eau que sous forme d'eau chaude ou sous forme de glaçons. De façon précisément à ce que vous soyez obligé d'acheter sans arrêt parce que c'est des prisons privées détenues par des fonds de pension et donc du coup vous êtes obligé de tout acheter. Enfin vous êtes en plus racketté quoi et qui pratiquent l'esclavage moderne. Donc enfin c'est un truc absolument scandaleux et ce type a été mis en prison dans le cadre dans le cadre d'une opération. Enfin c'est un décor, c'est-à-dire pour donner un décor et dédouaner, faire passer en fait les traîtres, parce que ça s'appelle de la haute trahison, pour de simples lâches. Voilà. Même si eux le nient, même si eux nient précisément, eux vont nier et vont rester sur la première version, la version de la taille critique. Eux restent sur leur première version pour justement créer un sas où les gens vont se focaliser sur la deuxième version. Et le drame précisément, c'est que la commission de Marleix s'est jamais sortie de la deuxième version, c'est qu'elle a jamais tiré les conclusions de l'inversion chronologique que généraient ces révélations. Et voilà, c'est-à-dire c'est l'idée du labyrinthe, qui est une image totalement attalienne, quoi. C'est-à-dire que les types sont pris dans un labyrinthe et sont incapables de voir la manipulation. D'ailleurs, alors là, je vais citer Andeveld aussi qui parle de cette affaire. Il dit, après l'officialisation des tractations entre Patrick Cron et Jeffrey Immelt, donc Patrick Cron, PDG d'Alstom, et Jeffrey Immelt, PDG de General Electric, ouvrez les guillemets, Emmanuel Macron usait beaucoup de second degré. En fait, il prenait clairement Montebourg pour un con. Donc Montebourg, ministre de l'économie au début de l'affaire, qui tentait de s'opposer au rachat par General Electric. Donc Emmanuel Macron usait beaucoup de second degré. En fait, il prenait clairement Montebourg pour un con, se souvient un ancien conseiller de l'ancien ministre. Ouvrez les guillemets, de toute manière, le mariage se fera avec General Electric, confie alors Macron à un proche. La banque conseil de Bouygues, Rothschild, se fait alors un malin plaisir de transmettre des notes à son ancien associé. Donc là, vous êtes dans quelque chose d'absolument, je veux dire, c'est d'une gravité. Enfin, dans n'importe quel autre pays, il faut quand même comprendre que dans un pays qui serait tenu, quoi qu'on en pense, les individus seraient jugés. Ça s'appelle de la haute trahison. Alors pourquoi, ça c'est intéressant, pourquoi Patrick Cron, alors d'ailleurs Patrick Cron quand il dit « je n'ai pas agi sous pression du DOJ », en fait il ment pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que les trois couches de mensonges font que ceux qui ont dépassé la première couche vont essayer de rabattre Patrick Cron sur la deuxième, alors que lui est déjà dans la troisième. Et pourquoi il reconnaîtra jamais la deuxième? C'est parce que en fait, quand on regarde, alors c'est pareil, c'est un article de Challenge qui a été supprimé, vous voyez, et qui souligne, qui rapporte des délits d'initiés. Alors, je cite, donc donc c'est un article supprimé, donc je rapporte ce qui était dit. Donc quand les poursuites du DOJ sont révélées à la fin mars 2014, le cours d'Alstom chute de 4,87%. Et là, Challenge note de bien étranges mouvements qui entourent la dépêche de Bloomberg révélant cette fois la vente d'Alstom à General Electric. Ouvrez les guillemets. Le titre Alstom s'est réveillé dès le 16 avril et s'est affolé le 23 avril. Donc là, il se réveille le 16 avril et le 23 avril, c'est la publication de la dépêche. Donc là, vous avez 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc vous avez une semaine avant la publication de la dépêche, le titre s'est réveillé. Donc ça veut dire qu'il y a des initiés. Avec une hausse de 4% dans un volume anormal de près de 6 millions d'actions. 6 millions d'actions. Alors, qui était au courant avant le 24 avril? Point d'interrogation. Donc là, c'est Challenge, c'est pas Xavier Poussard. Alors, qui était au courant avant le 24 avril? Point d'interrogation. Les PDG d'Alstom et General Electric, bien sûr, avec leurs gardes rapprochés, certains administrateurs, les banquiers d'affaires, Rothschild, Bank of America Merrill Lynch, Lazard, Crédit Suisse, des avocats notamment chez Bredin-Pras et Darrois. Donc voilà. Là, on y est, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout. Et ce qui est dingue, c'est que vous avez Frédéric Pierucci qui, lui, a passé 25 mois en prison et à qui ensuite on fait écrire un livre avec Mathieu Aron, qui est un type qui a commencé en couvrant le procès Papon, en disant qu'il y avait crime contre l'humanité sur France Inter à la fin des années 90, qui a fait toute
tout le chemin dans la hiérarchie Radio France, qui est vraiment un fonctionnaire du ministère de la Vérité et qui en plus a de multiples liens avec la communauté organisée, qui est en tant que communauté organisée, en tant qu'organisation politique, qui est impliquée à fond dans cette affaire, et ben c'est lui qui coécrit le livre de Mathieu Harron, et à de multiples reprises il induit en erreur, c'est-à-dire qu'il reprend les premiers mensonges publiés sur le rapport d'Athé-Cartney en le datant mal, le mensonge d'un Arnaud Montebourg qui aurait démissionné du ministère de l'économie alors qu'il s'est fait limoger, etc., etc. Donc, si vous voulez, Frédéric Pierucci, lui, est dans l'incapacité de comprendre ce qui lui est arrivé. Alors, et puis, la plupart des acteurs ont quelque part pas intérêt à comprendre parce que on rentre effectivement dans l'indicible. Vous voyez. Alors, si on veut comprendre pourquoi il fallait vendre la branche énergie d'Alstom, c'est-à-dire l'indépendance énergétique et l'autonomie stratégique, et la place de la France en première division dans le concert des nations, pourquoi il fallait absolument s'en débarrasser après la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, après des tas d'opérations en fait. Mais si vous voulez, celle-là, elle est quand même un peu fort de café, si vous voulez. Et alors pourquoi ? Parce que là, je me suis référé à des documents. Alors ce qui est intéressant, c'est que celui qui a vendu la mèche, dans un documentaire qui a été diffusé le soir sur LCP et qui a quand même été primé par le Sénat, un documentaire qui est passé vraiment en fin de soirée. Je veux dire, ils ont pas eu droit à envoyé spécial, pas eu droit à complément d'enquête. Non, ils ont eu droit à LCP à je ne sais quelle heure. Enfin bref. Et donc Alain Juillet, qui était directeur du renseignement à la DGSE, a expliqué que toutes les grandes affaires qui mettaient aux prises des entreprises stratégiques françaises avec le département de la justice étaient des entreprises qui étaient en commerce avec l'Iran. Alors là, ça devient intéressant. Et dans les WikiLeaks, qu'il faut absolument consulter parce que c'est un outil de travail que les gens utilisent trop peu, on a ce qui s'appelle les Global Intelligence Files. Et dans ces Global Intelligence Files, vous trouvez une correspondance interne à Stratfor. Alors Stratfor, c'est un cabinet d'analyse qui est lié à la CIA et qui s'auto-présente comme la CIA fantôme ou la CIA clandestine. Et en 2010, ils établissent une liste des entreprises en lien avec l'Iran, qui commercent avec l'Iran, et vous prenez cette liste et vous regardez toutes les actions qui ont été menées par le département de la justice au titre de la lutte anticorruption sur 2010, 2000 jusqu'à aujourd'hui, et vous avez toute la liste de Stratfor. C'est-à-dire que c'est le plan. C'est-à-dire que vous lisez et ça donne la colonne vertébrale, la cohérence à toute l'action du département de la justice. Et j'ajoute que le Stratfor, quand vous regardez les correspondances, correspond avec une organisation qui est située à Washington, qui a des bureaux à Paris, qui s'appelle United Against Nuclear Iran. Et alors c'est une société, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui menace, avec l'aide de barbouzes israéliennes liées à Black Cube. Black Cube, c'est un cabinet barbouzard lié au Mossad qui a été mis en lumière, si vous voulez, dans l'affaire Weinstein. Parce que cette officine menaçait les journalistes, tentait de révéler l'affaire Weinstein et menaçait les plaignantes.